Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. De la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors, il y a ceux qui se débinent et puis il y a ceux qui se bousculent au portillon. La tignasse blonde de Boris Johnson, ça c'est dans Libération. Brexit, Shakespeare, Empire. Et dans le Figaro, primaire, entre Juppé et Sarkozy, le jeu reste ouvert. L'opinion, la bidouille fiscale jusqu'au bout avec le dessin de CAC, François Hollande, son projet de baisse d'impôts à côté de lui, un diffuseur de fumée entre les mains et puis le détecteur juste au-dessus qui se met à siffler en déclenchant son jet d'eau. C'est sensible ce truc. Bon allez, le Parisien le proclame, enfin les vacances. Première thématique du jour, du mensonge en politique, il y a de quoi dire. Oui, et alors ce matin, ça sonne comme une revanche, bien sûr. Boris Johnson, tartarin celte, roi des dégonflés. Décidément, il n'y a pas de salut en dehors de l'Union européenne. Bon, pourtant, on trouve dans le Figaro Magazine, comme dans Marianne, des propositions de réforme, des analyses sur la possibilité d'une Europe démocratique, mais rien n'y fait dans le Figaro, dans Libération. Ce sont les commentaires sur les rivalités et les trahisons dans le camp des pro-Brexit. Une nouvelle occasion d'attiser la méfiance des électeurs. Et cette défiance qu'on retrouve dans toutes les pages politiques, pas seulement à propos de nos voisins. Les éditorialistes commentent l'interview de François Hollande hier dans Les Échos. Dans l'Est républicain, Philippe Marcassi parle d'annonces ronflantes, de jolies tirades. Dans l'opinion, Nicolas Bétou évoque ces acrobaties fiscales qui n'abusent plus grand monde. Mais le dessin de rançon dans le Parisien résume avec un Manuel Valls qui demande au président « Tu pars où cet été ?» François Hollande répond « Je te dirais bien à la campagne, mais ce sera forcément surinterprété. » C'est si vite fait de surinterpréter. Après mensonge, l'autre mot du jour, c'est complotisme. Mais oui, les défiances, on en parlait. Un débat vient de l'illustrer. C'est dans Libération, des universitaires répondent à une tribune collective qui critiquait il y a quelques jours les initiatives du ministère de l'Éducation nationale en matière de lutte contre le complotisme et qui parlait d'injonction à penser droit. Alors ceux d'aujourd'hui alertent pourtant sur la présence massive des mythes complotistes les plus éculés dans la culture juvénile. Mais sur le site Slate, un article analyse la complexité de ce phénomène. D'abord parce que la méfiance ne relève pas de l'inculture. Un sondage de mai 2006 en atteste, nous dit l'article. Si 20% des sondés croient que le Graal, par exemple, est détenu par une société secrète, 38% s'imaginent qu'il est dissimulé dans des ruines ou grottes au Moyen-Orient, comme dans le film d'Indiana Jones, 38% quand même. Or, 52% des hauts revenus et 45% des diplômés niveau master et doctorat croient en la version de la dissimulation au Proche-Orient, contre seulement 33% des titulaires d'un CAP ou d'un BEP. Mais bon, en fait, le complotisme, nous dit Nicolas Lebourg, révèle les angoisses d'une société face à ses propres mutations. Et alors, la Revue des Deux Mondes, justement, ce mois-ci, y consacre un passionnant dossier. De même que, selon Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis, quand même, eh bien, toute méfiance vis-à-vis de l'opinion commune n'est pas du complotisme, souligne Jacques de Saint-Victor. Certes, l'ultra-individualisme des sociétés de marché implique la défiance généralisée, excessive, mais il y a aussi des mensonges politiques. Souvenez-vous des armes de destruction massive en Irak. Autre chose, Natacha, je ne sais pas si vous êtes du genre à vous lever pour Danette, mais là on va se lever pour Danone et son patron. Exactement. Le Figaro nous dresse le portrait d'un homme qui ne ressemble pas au grand patron habituel. Et pourtant, en effet, il dirige Danone, Emmanuel Faber. Mais 200 000 personnes ont vu cette vidéo de son intervention le 10 juin devant les étudiants d'HEC. Un discours totalement hors norme où il explique qu'il a rencontré dans cette école des approximations parfois élevées au rang de science, des slogans proférés comme des théorèmes. Et ce qui l'a le plus marqué durant ses 3 ans d'études, lâche-t-il soudain, c'est l'annonce brutale de l'internement de son frère en hôpital psychiatrique pour schizophrénie. Une confrontation au langage des fous qui a forgé sa personnalité. L'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale, dit-il à ses étudiants plein de certitude. Vous aurez à surmonter 3 maladies principales, le pouvoir, l'argent et la gloire. C'est un discours qui dure une dizaine de minutes. On vous le met sur le site europe1.fr. Il faut vraiment l'écouter. Il est difficile à raconter, mais vraiment, il est prenant. Il est très, très prenant. On termine avec du vélo, tiens. Mais oui, parce que c'est Je sais que c'est votre nouvelle passion, le vélo. Mais voilà, la grande boucle démarre. Alors VSD rend hommage au vélo par un florilège des plus belles sorties de cyclistes. Alors il y a celle que vous connaissez tous. J'ai été dopé à l'insu de mon plein gré. Ça, c'est Virenque. Il est impossible de tricher pendant ce Tour de France 2001.
Lance Armstrong, ouais. Mais oui, évidemment. On mais gagne la presque plus à tous les belle, coups avec lui. ma préférée, c'est celle qui nous montre justement la différence entre mensonge et arrangement avec le réel. C'est Raymond Poulidor évoquant Jacques Anquetil et Eddy Merckx, vainqueurs du Tour de France 5 fois chacun. Et Poulidor qui dit « À nous trois, on a quand même gagné 10 Tours de France ». Magnifique, non ? C'est une leçon pour tous les politiques en campagne. Évidemment, la revue de presse de Natacha Polony qui revient lundi. À lundi, Natacha.